On va passer à la phase de questions ou de remarques ou d'observations, de débat avec les intervenants. Alors vas-y. Jacques Delpy, ça marche? Oui. On entend. Bon, moi j'ai connu tout ce parcours, le parcours de l'AG de Toulouse, donc j'ai connu le parcours de l'AG de Toulouse avec les sections, avec Valou derrière. J'ai connu ensuite l'UNEF, la minorité de l'UNEF, la majorité de l'UNEF. J'ai connu donc la bataille des étudiants socialistes. Alors sur ce point, j'ai apporté une précision parce que il peut y avoir des confusions. J'ai connu ensuite 27 mois et 27 jours de service militaire. J'ai retrouvé le PSU et ensuite je suis passé au comité directeur du club Jean Moulin. Bon, et après, je reconnais que j'ai milité pour l'élection au suffrage universel du président de la République. Bon, alors voilà un parcours au niveau suivant. Quand on a 86 ans, on a le droit de faire une autocritique. Alors, un point qui n'est pas bien expliqué jusqu'à présent, c'est pourquoi, d'abord, il y a eu l'importance dans l'arrivée au PSA des étudiants socialistes. D'abord, je rappelle que a précédé le PSA les ESA. Ça résulte du congrès de Montluçon, parce que ça, quelques-uns l'oublient. Et pourquoi l'oublient-ils? C'est parce qu'il y avait dans le dispositif des étudiants socialistes une disposition juridique qui permettait à des étudiants qui n'étaient pas socialistes d'adhérer aux étudiants socialistes. Ce qui agaçait beaucoup les caciques de la SFIO. Et c'est ainsi que, aux étudiants socialistes, il y avait évidemment déjà ceux qui étaient dans la minorité de l'UNEF, c'est-à-dire par exemple Chapuis, etc. Enfin bref, il y avait des personnes qui n'étaient pas à la SFIO, mais qui étaient proches ou voisins, ou même quelquefois adhérents des étudiants socialistes, et c'est ce qui explique qu'il y a eu cet appui. Alors ça, il faut bien le garder en mémoire, parce que ça va jouer ensuite. Autrement dit, ensuite, il va y avoir, si vous voulez, bon, la guerre d'Algérie, je ne reviens pas là-dessus, simplement, il faut savoir que, pour notre génération, ça a été dur. Et que nous étions confrontés à qui? Les radicaux, je m'excuse de vous dire, avec leur laïcité à la gomme, ça leur permettait de soutenir Bourges Monory, etc. La SFIO, on voyait bien ce que c'était. Je m'excuse, moi j'ai été matraqué sur le biche, etc. Voilà, à ce moment-là. Donc, autrement dit, il y avait des discours sur ce sujet qui étaient impossibles. Et par conséquent, il s'est créé en effet des groupes. Alors là, je reconnais que pour les historiens, c'est un peu difficile, des groupes. C'est des groupes amicaux. Mais attention, des groupes qui étaient quelquefois très attentifs. Quand il y avait des problèmes sur l'UGMA, certains ont été plastiqués, etc. Autrement dit, la présentation qui est faite est un peu, pour moi, idyllique en fait. Mais en réalité, il y avait des coups. Hein. Bon, je le dis d'autant plus que celui qui a présidé ma thèse de doctorat, c'est André Philippe. Alors donc, je me situe. Bon, alors ensuite, on arrive au PSA. On connaissait la qualité de Verdier, de Dubreuil, de Savary, de tous ces gens. On était en confiance. À Toulouse, c'est pareil, l'équipe de là-bas, bon, au banc, enfin bref. Mais ce qui se passait, c'est on a vu arriver d'autres personnes. Et ces personnes-là, si vous voulez, il faut se rappeler que dans les sections à l'époque, quand un adhérent arrivait, on lui demandait « Es-tu membre d'un syndicat ? Es-tu membre d'une association ?» Autrement dit, il y avait des règles qu'on avait transportées au PSA qui existaient à la SFIO. Et ceci semblait choquer les nouveaux arrivants qui, quelquefois, prétendaient avoir des actions de ceci que nous ne connaissions pas dans le cas. Alors, effectivement, il y a eu ce petit réflexe, effectivement, des anciens, si on peut dire, entre guillemets, du PSA, à l'égard de ceux qui arrivaient, qui justifiaient une activité militante diverse. Bon, et puis après, il y a eu ce qui a été dit, effectivement, cette floraison des motions. Alors j'arrête,
Et je dirais simplement qu'ensuite, ce qui s'est passé, vous retrouvez ensuite ces distinctions. Vous avez de la Fournière qui vient de la GEC, Robert Chapuis qui vient de la GEC, vous avez Frachon qui vient de la Tavernier. Autrement dit, cette distinction liée à la laïcité au sens ancien du terme, ça n'existe plus, du moins dans cette idée. Et ensuite, vous dites qu'il n'y a pas eu, je m'excuse, d'utilisation des compétences. Je crois que vous avez tort. Pas eu assez. Si vous étudiez bien ce qui s'est passé, d'abord, responsable du Club Jean Moulin, Jacques Ponty, notre serviteur, et d'autres. Ensuite, à la direction des régimes sociaux, plusieurs d'entre eux. Autrement dit, nous avons fait, si vous me permettez, du rocardisme. Voilà. Mais c'est pas au PSU. C'est-à-dire que le rocard nous a impliqué dans la tête. C'est pas au PSU. L'idée que la politique, bon, c'est un plaisir, c'est une nécessité, mais l'exigence démocratique exige qu'on se mêle de quantité d'autres secteurs dans lesquels il y a de la bataille à mener. Et si vous regardez bien le parcours de ces gens-là, aucun n'a trahi. J'ai ce matin fait un témoignage bref d'une génération d'étudiants qui sont sortis de l'UNEF en général et qui sont rentrés à l'UGS à la création de l'UGS. Alors j'ajoute, pour continuer cette réflexion, que les problèmes de génération ont beaucoup pesé dans l'intégration respective du PSA et de l'UGS. Tu nous as donné une liste adhérente nominative des vedettes du PSA. Si tu regardes, la grande majorité est antérieure dans sa date de naissance à 1920. Voilà. Et si on se reprend les choses à la base, dans les quartiers et dans les campagnes, c'est encore, si j'ose dire, bien pire. C'est-à-dire qu'il y avait entre des gens comme moi, qui avaient 6 ans dans le Front Populaire, et la majorité des adhérents du PSA, une différence énorme de mentalité, et que beaucoup de gens du PSA qui avaient, c'est à leur décharge, beaucoup milité dans leur jeunesse, étaient, si j'ose dire, en fin de vie militante. Et non pas, il leur aurait fallu des efforts beaucoup plus importants que les gens comme nous pour se réadapter à une vie militante nouvelle avec des nouveaux partenaires. Je voulais insister sur ce point. Je voulais aussi insister sur un ou deux autres points du même genre. Je disais ce matin que les gens comme nous, nous venions ni de la SFIO ni du PC, pour des raisons non seulement politiques, mais organisationnelles. C'est vous dire que nous sommes résolus à l'adhésion, à l'adhésion avec le PSA. Pour des raisons plus historiques que personnelles. Je n'avais aucune expérience personnelle du PSA. Mais j'étais très, je ne dirais pas hostile, mais disons plus que réticent. Et ça a été le cas de beaucoup de gens. Mais ceci dit, ce rejet du PSA, de tout ce qui venait, non pas du PSA, mais de tout ce qui venait de la SFIO et du Parti communiste, entraînait beaucoup de gens comme moi à également être très méfiants, sinon hostiles, devant ce mot d'ordre qu'on a vu apparaître brutalement le jour au moment du congrès de l'unification, de réunification du mouvement ouvrier. J'ai toujours pensé que c'était un mythe, et un mythe dangereux, parce qu'il a ensuite engendré, pour faire dans les de grands porte-parole, enchanté énormément de désillusions. Donc, disons que j'étais, comme beaucoup de copains qui ont refusé d'y aller, ou qui sont allés un peu mieux, parce qu'on ne pourrait pas faire autrement, réticents sur cette unification. Ceci dit, je n'ai d'autant plus de liberté pour dire que j'ai tout de même rencontré, dans la suite de ma fonction, notamment de région à Rouen, des camarades issus du PSA qui sont devenus de remarquables militants du PSU. Je n'en citerai qu'un seul, Louis Pointier, qui fut longtemps adjoint au maire du Havre, et qui en 68, dans les événements de 68, était en pleine action avec nous et en plein accord avec le PSA, avec le PSU. Donc ça, je tenais que ce soit dit quand même de la part de gens comme moi. Et j'ajouterai tout de même que j'ai gardé
attire beaucoup d'affection. Je crois que c'est le mot qui convient le concernant, pour celui que nous appelions familièrement le Père de Breu, et qui a incarné non pas beaucoup de qualités, je n'ai pas été très souvent d'accord politiquement avec lui, mais beaucoup de qualités humaines qui sont tellement rares dans le personnel politique qu'il mérite un toucher. Merci. C'est d'ailleurs pour ça que nous lui avons consacré cet institut. Vous avez parlé de, après la fin de la guerre d'Algérie, la multiplication et après la fin d'Algérie et la multiplication des tendances, des courants, il y avait beaucoup de monde dont moi je suis parti le jour à un congrès, moi j'ai oublié la date et le nom, il y a eu une motion C'. J'ai pas pu supporter. Un grand Jobel. Mais je voulais savoir, cet effritement, où sont allés les gens? Où sont-ils partis? Parce que c'était la seule. Je veux dire, c'était pour nous, dans les années 58-60, c'était la seule solution. Le GS-PSA devenu PSU, je veux dire, si on refusait le molettisme et le communisme, il n'y avait qu'une solution. Il n'y avait qu'une solution, c'était le PSU. Alors si on n'était plus au-dessus du PSU... On enregistre la question. On enregistre la question. La question générationnelle est très importante. J'aimerais savoir si tu as calculé la moyenne d'âge. Oui, mais il y a longtemps. Du PSA, au moment où le PSU se forme, par rapport à la moyenne d'âge de l'UGS, je ne parle même pas du MLP. Bon, parce que moi j'avais 30 ans quand le PSU se crée, et pour moi, le PSA, je le dis brutalement, c'était toute une série de vieux. Toute une série de vieux qui avaient une histoire considérable, honorable, merveilleuse, etc. Mais c'était des vieux. Et nous, les jeunes, on n'était pas mécontents de prendre la place des vieux. Bon, ça, c'est un élément important. Le second, c'est un peu pour nuancer l'une des remarques de Gilles, quand tu disais que nous n'avions pas su, dans une certaine mesure, recycler les valeurs des cadres que le PSA apportait au PSU. Si je prends l'exemple de ma fédération de Seine-Banlieue, c'était qui? Ah non, Seine-Banlieue, non. Qui venait du... C'était Bleuze, c'était Suan, oui, et c'était Franceschi. Trois maires. Nous héritions de trois maires SFIO, PSA, PSU, qui étaient tous les trois du même niveau que Fusier ou Pontillon. Il n'y avait aucune différence entre eux. Ils étaient PSU, je ne sais pas pourquoi. Et donc, non, il n'était pas Franceschi. Non, non, non. Franceschi, il n'était pas. J'ai eu Franceschi comme adhérent, moi. Non, c'était Bleuze, le maire d'Alfortville. Attends, C'était Bleuze à l'époque. Le maire d'Alfortville. Le maire d'Alfortville a vidé le bureau où il y avait la section PSU à la mairie pour les faire partir. Ça a été immédiatement le conflit ouvert avec lui. Mais il était au PSA. Et il était à la fusion. Et si, je comprends vérifier peut-être. La deuxième remarque, c'est que quel était l'autre cadre? Tu l'as nommé, c'était Mireille Haussmann. Nous n'avons eu de cesse au cours de l'année 60 que d'obtenir le partage de la fédération de la Seine entre une fédération de Paris et une fédération de Seine-Banlieue qu'on a confié dans un premier temps, pendant quelques mois, pour assurer la transition, au seul PSA que nous allons recycler avec bonheur, qui était Marcel Debarge. Mais nous étions en lutte ouverte contre Mireille Haussmann. Donc c'est pas simplement qu'on n'a pas voulu recycler les cadres, c'est que les cadres ne nous semblaient pas recyclables. Vincent. Ça tombe très bien, parce que c'était... ma question était à peu près vraiment dans la prolongement de celle de Laure, puisque ma question était sur l'impact électoral, ou en tout cas en termes de début, de l'apport du PSA au PSU. Est-ce que vraiment on avait des maires ou des élus, au moins des élus locaux qui sont restés au moment de la création du PSU? Est-ce qu'ils vont perdre leur mandat? Est-ce qu'après on va les voir revenir quand le PSU, après 65, va gagner un tout petit peu d'assises locales? Ou est-ce qu'au contraire ça va être l'émergence d'une nouvelle génération et donc les gens du PSU sont complètement mis
mis de côté. En gros, est-ce qu'on arrive à recycler les notables, hein, donc c'est vraiment la question de Georges Goncharov. Et la deuxième, c'est, j'ai bien aimé la question de la transition, mais en fait vers le PS et pas vers le PSU. Et du coup, ma question, c'est dans les trajectoires que tu vois, est-ce que les anciens militants ou notables PSU, tu les vois passer dans les clubs qui continuent à travailler avec le PSU tout en n'y étant pas vraiment, et dans cette espèce de chemin compliqué, dans cette mouvance deuxième gauche des années 60, où en fait on retrouve, malgré le processus d'union de 1960, la scisparité que Jean-François Merne a évoquée en matinée. Roger Baralis. Il y a une question qu'on a oublié de lui poser ce matin, et à laquelle Gilles a répondu s'agissant du PSA, c'est la question des effectifs nationaux de l'UGS ayant participé à la création du PSU. De l'UGS annoncé, d'une part, et d'autre part, du nombre réel d'UGS ayant participé à la création du PSU. Je rappelle que ça a été un des points, enfin d'après les livres, j'y étais pas, ça a été un des points importants de discussion pour la fusion, comme il se doit, c'est normal, et que Marc Herbon en parle assez longuement et développe ce point dans son histoire du PSU. Il est évident que la question de l'élimination ou du non-recyclage, etc., des membres du PSA, elle a un rapport aussi avec l'importance relative dans chaque fédération des uns et des autres. Et l'importance relative au niveau national ayant fait évidemment l'objet d'un jugement de Salomon avec 25 représentants de chacun au niveau du comité politique national. Deuxièmement, une petite remarque s'agissant des militants du PSU qui étaient excédés par les questions de tendance, etc. D'abord, une première remarque, le maximum a été les 7 tendances du congrès d'Alfortville, ça n'a jamais dépassé ce niveau-là. C'est drôle quand même. Ce qui vient, c'est que ces 7 tendances correspondaient chacune, et vous pourrez le vérifier historiquement, à des points d'orientation importants, parmi lesquels il y avait les socialistes révolutionnaires, bien sûr, qui étaient à eux tout seuls, tout un ensemble. Mais, je veux dire cela parce que par rapport à ce qu'a été le PS pendant les dernières décennies, les tendances, où il y avait aussi beaucoup de tendances, on a oublié qu'il y a eu des congrès du PS où ça a avoisiné ce chiffre-là. Mais les tendances au sein du PSU étaient des tendances basées sur des options idéologiques. Et les conflits étaient idéologiques. Et je me rappelle que Michel Rocard, quand il a été interrogé, je ne sais plus si Bernard Ravenel est encore là, oui, il est là, dans le cadre de la réalisation du livre de Bernard sur l'histoire du PSU, nous étions allés voir Michel Rocard, c'était en 2006, et il nous avait dit, au PSU, certes, c'était très difficile. C'était très difficile. Les conflits étaient très durs. Mais c'était toujours des conflits politiques. Et il nous a dit explicitement que c'était le contraire en ce qui concerne le PS, et que ça n'avait plus rien à voir. Et il avait un jugement, c'était en 2006, donc il y a 13 ans, et il avait un jugement radicalement négatif à ce sujet sur le PS. Donc voilà ce que je voulais dire. Je me rappelle aussi que quand on regarde le destin d'un certain nombre de membres importants de l'UGS, et je pense à Louis Guéry, qui était quand même au comité politique national de départ. Louis Guéry a quitté le PSU parce que dans sa section de banlieue, je ne crois pas que c'était les Hauts-de-Seine, ben non, c'était la fédération de banlieue, c'était les SR qui dominaient, et il ne pouvait plus supporter l'atmosphère très dure instaurée par les SR dans cette section. Donc les départs pour cause de, on va dire, en affaiblissant le mot évidemment, de terrorisme idéologique à un endroit étaient très variés quand même. Vraiment une toute dernière observation. Très bref à propos des effectifs. Quand je suis rentré du service militaire et j'adhérais au PSU en 1963, la première chose qui m'a été confiée par le secrétaire de section, c'est d'aller récupérer les cotisations dans les villages des alentours.
pour le centre même de Royan, il s'en occupait, enfin le trésorier s'en occupait, mais là, il m'a dit ça me soulagerait s'il pouvait faire la tournée. Et il se trouve que sur la quinzaine ou la vingtaine de militants que je devais aller toucher pour encaisser leur cotisation, il y en a 3 qui n'étaient pas en fait des adhérents. Il y a, dans un cas, le mari avait fait adhérer sa femme sans lui demander son avis, et dans l'autre cas, il avait des... C'était avant la réforme du Code civil. Et sa belle-mère, sans... je ne sais pas si c'était l'exception, si c'était beaucoup, mais ça peut jouer, ça peut faire jouer. Bien. Ok. J'essaye d'ordonner sur tout ce qui n'est pas si évident que ça. Je crois que derrière, on a évoqué, mais sans aller au fond, ces questions fondamentales que sont les divergences, et notamment les divergences sur la question laïque et autres. En fait, je suis frappé parce que c'est pas la première réunion que je viens des anciens du PSU, qui quasiment tous sont anciens, soit de l'UGS, soit de cette tradition-là, qu'ils me renvoient exactement l'inverse de ce que me renvoyaient les militants du PSA des autres. C'est-à-dire qu'on a deux cultures qui sont caractérisées par la méfiance réciproque. D'un côté, on dénonce les francs-maçons, on dénonce les laïcards. De l'autre côté, on dénonce l'influence de l'ACO, l'Action catholique ouvrière, de la paroisse universitaire, de ces associations. On me racontait, par exemple, les anciens du PSA me racontaient qu'avant la réunion de la section, ils apercevaient sortir du presbytère les militants du, comment ça s'appelle, ex-UGS et surtout ex-MLP, parce qu'ils se concentraient, leur rejet était surtout concentré sur le MLP, qu'ils voyaient sortir, qui est allé prendre les ordres auprès du curé ou du patron de l'ACO locale. Il y a cette méfiance qui, je crois, était commune et qui fait que ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude, ont eu du mal, n'ont pas pu vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on constate, qu'on peut comprendre par certains côtés. Je ferai plus attention sur le fait que ce soit tous des anticléricaux forcenés et autres. Par exemple, ils s'entendent très bien avec la plupart des militants de la Jeune République, qui pour eux sont une culture légitime, au contraire, qui sont des gens qui ont fait preuve de leur attachement à la fois à la chrétienté, c'est leur droit, mais à la laïcité, qui ont été des gens qui ont appartenu au Front populaire, qui ont été des gens qui ont appartenu à la résistance. Et là, j'arrive au deuxième point, qui est cette question des générations. Elle est importante, effectivement. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs générations au PSA. Comme souvent, on trouve un peu plus de jeunes, et on trouve peu de gens intermédiaires, on trouve pas mal de gens âgés. Là-dessus, je retrouve ce que vous avez dit en partie. Mais qu'est-ce que c'est leur expérience à ces gens âgés? Enfin, âgés. Vous paraîtrez peut-être jeune aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est leur expérience? Ben, leur expérience, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est le Front populaire. C'est-à-dire, ce sont des luttes communes que n'ont pas partagées les autres, que souvent les autres rejettent. Récemment, nous venons de publier avec mes amis de l'Ours le témoignage de Robert Verdier en 1968. Et en 1968, Verdier tient son journal comme il le faisait de temps à autre. Et il se place en tant qu'enseignant qui d'un seul coup ne comprend pas la génération qui manifeste. Lui, son premier réflexe, c'est dire c'est l'université qu'on attaque. Et en même temps, il a envie d'être près de la jeunesse. Et en même temps, il se pose des questions. Et il est contre le gaullisme. Donc, il les dénonce pas, mais il les comprend pas. Il comprend pas ces jeunes qui jouent à CRSSS, alors que lui, il joue à la résistance. Il comprend pas ces jeunes qui jouent à CRSSS, alors qu'en Espagne, c'est la période où il y a une répression terrible, où on lime les dents aux jeunes militants, où il se passe les histoires à Prague. Et il dit, joue à quoi? Donc, la question des fractures générationnelles est importante, effectivement. C'est-à-dire qu'on a des expériences qui ne sont pas les mêmes, et la jeune génération vit, comme tu le disais, de les bousculer. Tu le disais tout à l'heure, Mireille Haussmann, c'était celle qu'on voulait virer. Oui.
Alors je le comprends par certains côtés, parce qu'elle incarnait la libre pensée, elle incarnait la Ligue de l'enseignement, pardon, plus que la libre pensée, excuse-moi, je me suis trompé. Elle incarnait les milieux maçons, son mari est un des grands chefs de la franc-maçonnerie à l'époque, et puis une vieille SFIO, effectivement, par l'état de côté. Une forme de gouvernance. Une forme de gouvernance, c'est vrai. Une culture également, la culture de réunion où on discute, c'est les parlottes socialistes. Les militants qui viennent de l'UGS et surtout du MLP, ils sont plus pour une action de terrain dans les usines et autres. Là encore, deux expériences différentes. Et du coup, ces gens ne se comprennent pas par l'état de côté. Mais ce qui a été sous-estimé, c'est que Mireille Haussmann, c'est quelqu'un qui compte dans le milieu du PSA. Virer Mireille Haussmann, lui faire le coup de le faire par une manœuvre d'appareil qui consiste à fractionner la fédération et autres, ça apparaît comme une volonté d'éliminer les gens du PSA. Et ils l'ont vécu comme on nous chasse, Mireille Haussmann et les autres. Donc il y a eu des, comment dire, des incompréhensions, il y a eu des méfiances réciproques, il y a eu aussi des manœuvres d'appareil. Les militants du PSA, genre par exemple quelqu'un que je pense, ceux qui l'ont connu ne diront pas que ce n'est pas un honnête homme. Vous prenez Maurice Klein, le premier trésorier du PSA, qui était un personnage, et du PSU, qui était un personnage assez sympathique, qui avait une résistance physique que j'admirais quand j'étais jeune. S'il me recevait chez lui le soir, il m'a filé toutes ses archives, etc. Il me recevait le soir et on discutait jusqu'à 1h du matin. Il me disait bon, tu vas rater ton métro, casse-toi maintenant. Mais il me disait on n'en pouvait plus. Lors des réunions, on jouait la montre en permanence, on attendait que la salle se vide. Il y avait des pratiques, notamment des militants révolutionnaires, etc., qui faisaient qu'on attendait qu'il n'y ait plus les militants de base, notamment les militants ouvriers et les comment ça s'appelle, les employés, qui repartaient parce que le lendemain matin ils bossaient. Et puis quand on était à la fin, pouf, d'un seul coup une motion sortait et on avait la majorité. Il y avait des pratiques aussi qui étaient différentes. Donc je crois que les choses ne sont pas si simples que ça, tout ne se réduit pas à des histoires de francs-maçons et du reste, de ce point de vue-là. Alors pour ce qui est de la question sur les élus, oui, il y en a. On avait fait un petit travail là-dessus. Il faudrait que tu vois avec François Prigent, tout bêtement. On avait travaillé, alors lui il a notamment travaillé sur la Bretagne, et le réseau d'élus en Bretagne n'est pas du tout négligeable, de ceux qui viennent de la SFIO, du PSA, et de ceux qui ont été élus après, qui viennent de diverses horizons, puisque par exemple Antoine Mazier a regroupé autour de lui notamment pas mal de militants chrétiens, etc. C'est pas, lui, il n'était certainement pas quelqu'un qui, en termes de laïcité, était fermé, même si c'était un militant totalement conséquent. Et sur la guerre d'Algérie, c'est un des plus conséquents de la SFIO. Il n'y a pas de mystère, il est un des premiers à proposer l'indépendance de l'Algérie dans les congrès de la SFIO. Donc, si on regarde les Ardennes, si on regarde un certain nombre d'endroits, on se retrouve avec la structure, je vous ai montré pour les effectifs un petit peu. Si je me rappelle bien, on avait compté une soixantaine de conseillers généraux, par exemple. Alors, c'est pas énorme, quand c'est le nombre de conseillers généraux en France. Enfin, quand c'est le nombre qu'aura le PSU après, ça l'est. Les conseillers municipaux, il y en a pas mal, etc. Il faudrait regarder. J'avais fait des choses, j'ai des petits éléments, mais pour moi, c'est des vieux travaux, ça, 25 ans. Excusez-moi. Vincent, sur les effectifs de l'UGS. Oui, oui, vas-y. Je vais faire très vite sur les effectifs de l'UGS, effectivement. Alors, il y a des chiffres qui sont autour, effectivement, de 8000 adhérents qui circulent, mais dans quelle mesure les chiffres ne sont pas en large partie gonflés pour justifier la quasi-parité avec le PSA. Deux éléments qui vont franchement relativiser cette question, dont on a dit qu'elle avait déjà été pas mal évoquée sans que, faute d'avoir pu mettre le nez dans mes archives, je sois capable de la trancher. Les deux éléments pour les relativiser, c'est qu'en plus on a des appartenances qui sont à la fois parfois multiples, parfois floues, on est un peu dedans, certains sont à la fois adhérents et au PSA et à l'UGS ou sont comptés dans les deux, donc il y a une vraie difficulté dans les sources. Et l'autre chose, c'est que le turnover militant est très important déjà avant l'unification, mais il le sera encore plus après, ce qui fait que dès les années 64-65, on se retrouve avec un PSU qui a énormément changé, qui n'est plus du tout le même qu'à sa naissance. On a un petit groupe de militants, ça avait été très bien montré dans le colloque de 2010,
un petit groupe, c'est très marqué dans les réseaux chrétiens, mais on les retrouve aussi dans les autres réseaux, un petit groupe qui a fait la naissance et qui va rester longtemps, parfois même jusqu'à la fin du PSU, et autour des militants qui restent très peu de temps et qui sont cette nébuleuse qui tourne très rapidement, mais qui en même temps participe au rayonnement du PSU, rayonnement qui dure jusqu'à aujourd'hui dans cette nébuleuse qui attire énormément. Voilà. Juste une anecdote pour illustrer le turnover. On avait fait le décompte en 1980 en regardant les membres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Plus des 2/3 des membres du premier gouvernement Mauroy avaient été à un moment ou à un autre de leur parcours politique membres de la direction nationale du PSU. Plutôt du parti, je crois, parce que par exemple Jacques Lang, Catherine Tasca et quelques autres n'ont pas été membres de la direction nationale. Peut-être pas de la direction nationale, en tout cas membres du parti. PSU. Oui. Alors, sur les effectifs, petit témoignage également, j'ai bien connu à la fois Jean Arthuis côté UGS et Maurice Klein côté donc PSA. C'est eux qui ont négocié difficilement ces questions-là. Et Maurice Klein m'a dit qu'effectivement, quand il y a eu les rentrées de cartes où on marquait les anciennes appartenances et autres, c'était clair que l'UGS avait surgonflé les effectifs. Et Jean Arthuis, sans être aussi clair, me l'a dit également. Ils avaient gonflé les chiffres, quoi, c'est clair. C'était sans doute entre 4 et 5 000, si on a de la chance. Un mot encore pour parler de Mireille Haussmann et terminer. Il faut dire que les militants chrétiens ont appris très vite la magouille. C'était peut-être innocent, mais c'est pas voilà, mais c'est la différence. C'est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Tant qu'on peut confesser ses fautes, au lieu de ça. Le dernier mot est celui de Mireille Haussmann. Quand elle a été vaincue par nous, je vais le dire, avec toutes les manœuvres que tu as décrites, elle m'a dit personnellement, Mireille Haussmann, et moi qui t'avais pris pour un enfant de cœur. Est-ce que je peux terminer sur les clubs ou pas? Vas-y, termine. Juste sur les clubs, oui, effectivement, on va retrouver pas mal d'anciens du PSA dans les clubs, et toute une série d'entre eux vont en animer plusieurs. Alors ça varie, hein, les premiers, Verdier, Maurice Klein va avoir son club, Claude Villard, l'avocat qui avait géré la commission qui a fait les statuts, avait son club, j'en passe et des meilleurs. Ils vont beaucoup s'immerger dans le mouvement des clubs, effectivement, des années 60. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a plusieurs types de clubs, et il y a des familles dans les clubs, si j'ose dire. Et en gros, ils vont se retrouver dans les clubs qui sont opposés à l'opération Grenoble. Merci à Jean Pivasset, merci à Gilles Morin.